Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette semaine, dans l'émission, nous retrouvons Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes, et nous accueillons Natacha Bonnet-Guilbault. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse le soin de présenter Natacha Bonnet-Guilbault, Bernard. Natacha est docteur en histoire, membre du CRHIA, et elle a soutenu une thèse sous la direction du professeur Guy Sopin en 2006 qui s'intitule « Seigneurs et planteurs entre Ouest Atlantique et Antilles, 4 familles du XVIIIe siècle ». Alors aujourd'hui justement nous partons pour les Antilles avec vous et vous allez nous expliquer le fonctionnement d'une plantation de culture de canne à sucre. Mais d'abord, je reviens sur votre sujet de thèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez cherché ? Oui, bien sûr. Donc l'idée, c'était effectivement de replacer en fait l'investissement colonial non tel qu'il est habituellement présenté, c'est-à-dire coupé de ses décideurs métropolitains, mais d'envisager l'étude des patrimoines familiaux de part et d'autre de l'Atlantique, donc en prenant pour appui des familles de planteurs, ligériens, donc du pays nantais, du pays angevin également, et d'essayer de comparer l'investissement qu'ils avaient en métropole, de seigneuries, de métairies, et de voir également ensuite leur comportement gestionnaire de leur plantation et de voir finalement si leur investissement antillais leur avait permis d'entrer sur un mode de gestion plus spéculatif puisque intégré au commerce international et leur avait permis de modifier ou d'infléchir leur gestion de leur métairie, de leur seigneurie en métropole. Pouvez-vous nous citer les 4 familles sur lesquelles vous avez travaillé, Natacha Bonnet-Guilbault ? Donc c'était effectivement 4 familles qui n'étaient pas armateurs, mais qui étaient seigneurs, propriétaires de seigneuries. Il y avait 2 familles angevines, la famille Pays de Latan, qui est une famille anoblie. Il y avait également la famille Galbaud-du-Fort, famille de la moyenne bourgeoisie nantaise, la famille Le Chauve de Kerguenec, de noblesse ancienne bretonne et basée à Guérande, à Saint-Molf, à côté de Guérande. Et puis également la famille Stapleton, qui est une famille d'Irlandais d'exilés jacobites, qui s'était installée au Dervalières à Nantes au XVIIe siècle. Alors toutes ces personnes ont travaillé sur des plantations, elles étaient propriétaires de plantations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une plantation ? Alors, une plantation, c'est un domaine assez vaste. En fait, le terme de plantation est synonyme de celui d'habitation. Il faut se représenter la plantation vraiment comme un lieu de vie et de travail. C'est une structure plus importante qu'une caféière ou qu'une exploitation en tabac, puisqu'elle requiert plus de bras, plus d'équipements aussi, de fabrication. Donc, la plantation sucrière, c'est une superficie à peu près de 200 carreaux. Un carreau, grosso modo, à faire court, mais un carreau, c'est à peu près 1,13 hectares. Il faut aussi se représenter plusieurs centaines de personnes qui vivent sur l'habitation. En moyenne, pour les sucreries d'Aumingoise, c'est à peu près 200 esclaves. Et puis, un certain nombre de bâtiments aussi, de ce qu'on appelle la fabrique sucrière, avec des étuves, avec des chaudières, avec des rafraîchissoirs. Donc, c'est vraiment un système d'exploitation très important qui est largement plus vaste, largement plus équipé finalement que les métairies à la même époque à Nantes et en Anjou. C'est déjà de l'agriculture intensive. Alors, pas complètement, mais on a effectivement quand même un système un peu très bien organisé en tout cas et rationalisé. Et qui étaient les planteurs ? Qui s'occupaient des plantations ? Alors le postulat de départ de cette étude, c'était de partir sur des propriétaires d'habitation qui n'étaient pas des armateurs. Il arrivait parfois qu'effectivement, pour des raisons notamment financières, des armateurs soient devenus propriétaires de plantations. Mon choix, c'était vraiment de partir au départ sur des planteurs, vraiment des investisseurs terriens. Et alors, on a différents cas de figure. Le cas de figure d'accession à la propriété pour la majorité des planteurs, c'est quand même bien par l'héritage, par le jeu des alliances, en fait, des liens matrimoniaux, d'accéder à la propriété de carreaux d'Aumingois. Donc, c'était des personnes de métropole venues dans les Antilles, issues d'un milieu social élevé, qui achetaient de la terre. C'est bien ça ?
Alors qu'ils l'achetaient ou qu'ils le recevaient donc en héritage, voilà. Effectivement, certains sont venus, alors certains vivaient déjà d'ailleurs à Saint-Domingue, avaient vraiment un style de vie créole, étaient nés à Saint-Domingue. D'autres avaient reçu cet héritage un peu lointain et n'y avaient jamais mis le pied. Et puis d'autres, finalement, sont venus gérer d'un peu plus près, sont venus parfois avec femmes et enfants sur la terre antillaise, pour essayer de gérer au mieux, de gérer au plus près, d'essayer de nouvelles méthodes agraires. Donc, se sont vraiment investis personnellement sur cette terre. Shakatangari mikosh chapera seiko. Ah, oh yeah, ah yeah, oh yeah. Shakatangari mikosh chapera seiko. Ah, oh yeah, ah yeah, oh yeah. Shakatangari mikosh chapera seiko. Ah, oh yeah, ah yeah, oh yeah. Shakatangari mikosh chapera seiko. Chapera, 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 chapera. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Natacha Bonnet-Guilbault. Pouvez-vous nous décrire le quotidien d'une plantation ? Qu'est-ce qui s'y passe tous les jours ? Alors, la plantation, c'est effectivement un espace de vie et de travail. En termes de superficie, il faut bien voir que donc la canne, c'est vraiment une culture d'exportation et elle occupe une grande partie du terrain. C'est entre un tiers et la moitié de l'espace, de la surface. Et donc la majorité du temps des esclaves va être consacrée à cette culture d'exportation. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type d'un esclave sur une plantation ? Alors l'esclave se lève évidemment de très très bonne heure puisque c'est vraiment un investissement. L'investissement servile est très très lourd et donc le maître ou le gérant va vraiment faire travailler les esclaves au maximum en termes de temps. Ça peut représenter 15-18 heures par jour pendant la roulaison, ce qui est le temps où les cannes sont broyées, sont emmenées au moulin. Donc c'est vraiment des très 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 grosses journées. C'est les journées les plus longues, les journées les plus longues et les plus dures pour les esclaves. Ça dure 10 à 15 jours, cette période-là. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que tous les esclaves ne travaillent pas au champ. Travaillent au champ les esclaves agricoles, mais on a aussi les esclaves domestiques, les blanchisseuses, ceux qui servent à la table du maître ou du gérant. On a aussi les esclaves ouvriers, donc qui vont travailler comme maçons, comme charpentiers, à construire les cases, à réparer le moulin. Enfin voilà, donc on a des différentes professions à l'intérieur même d'une même plantation. Mais les esclaves agricoles constituent quand même à peu près la moitié des esclaves, de l'ensemble des esclaves d'une plantation. Et comment vivaient les esclaves aux côtés des maîtres ? Comment ça se déroulait entre ? Est-ce qu'il y avait des espaces cloisonnés sur une plantation ? Alors, il y a effectivement ce qu'on appelle la partie des cases des esclaves. La case du maître est un peu à l'écart parce qu'on craignait aussi une contamination en cas d'épidémie, tout simplement. Ça avait aussi un but sanitaire. Et puis, il y avait vraiment ce qu'on appelait le quartier des esclaves. Et donc là, à peu près la moitié, donc une centaine de carreaux, c'était les champs de canne à sucre. On avait aussi certaines cultures vivrières, donc le mil, la patate douce, qui servaient tout simplement à nourrir, puisqu'on le but était aussi l'autarcie, de vivre en vase clos sur cette plantation. Et puis on avait aussi parfois, les esclaves étaient autorisés à cultiver leurs petits lopins de terre
pour leur propre consommation et ils y consacraient quelques temps dans leur espace de temps libre, entre guillemets. Oui. C'est ce qu'on appelle la pratique du jardin nègre. Est-ce qu'il y avait une hiérarchie au sein des esclaves ? Vous disiez tout à l'heure que justement il y avait les blanchisseuses, il y avait plusieurs activités dédiées aux personnes serviles. Est-ce qu'au sein même de ces personnes-là, il y avait Oui, il y a une hiérarchie très nette. Il y a le commandeur, parfois ils sont plusieurs, mais c'est un esclave en qui on a vraiment confiance, qui est là depuis plusieurs années. Le maître préfère avoir un commandeur qui soit un esclave créole, c'est-à-dire né sur la plantation, vraiment habitué à la colonie, parce qu'on craignait moins ainsi qu'ils marronnent, qu'ils partent en résistance. Donc c'est aussi un esclave un peu de talent, entre guillemets, quand on parlait des nègres à talent, donc avec une profession. Mais la place la plus enviée, c'est celle de l'esclave qui travaille à la case du maître, parce que c'est un travail un peu moins fatigant. Et l'esclave qui arrive, l'esclave de traite, le captif africain, commence comme esclave au jardin. Ce qu'on appelle l'esclave du jardin, c'est l'esclave au champ. Quelle est l'espérance de vie d'un esclave qui arrive dans une plantation ? Ce qu'on constate, c'est qu'il s'agisse d'esclaves de traite, de captifs africains ou d'esclaves déjà faits au pays mais rachetés à un particulier, en fait, la mortalité, elle est écrasante lors de la première année de vie sur la plantation. On a des esclaves qui arrivent jusqu'à 50, même parfois 70 ans, mais ça reste vraiment des exemples extrêmement, extrêmement rares. On a globalement peu d'esclaves qui dépassent la 40, cinquantaine. Et puis par rapport à la mortalité infantile, elle s'avère globalement considérable. En moyenne, ce que j'ai pu observer sur les plantations, c'est que à peu près un enfant sur 3 qui naît sur une plantation y atteint l'âge de 15 ans. Ce que vient de nous expliquer Natacha Bonnet-Guilbault explique que le système de la traite perdure, c'est-à-dire que les planteurs n'arrivent pas à maintenir ou à développer la population servile par croix naturelle. Et donc il y a toujours besoin de recourir à la traite des Noirs déportés depuis le continent africain. Et de quoi mouraient les esclaves ? La cause du décès n'est pas toujours précisée sur les inventaires serviles parce qu'elle n'est pas toujours connue. Mais globalement, on a un certain nombre de maladies quand c'est indiqué. La variole, appelée aussi la petite verrette ou la petite vérole, quelques maladies pulmonaires. Et puis, globalement, c'est aussi mort d'épuisement, de trop de travail forcé au champ. Merci Bernard Michon, merci Natacha Bonnet-Guilbault. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine où nous continuerons d'évoquer la vie et le fonctionnement d'une plantation coloniale. Merci aux auditeurs qui nous suivent, très bonne soirée et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.